tous, présents à venir, salut. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. On va tous être d'accord pour dire que depuis 2019, on n'a pas été fort gâtés, mais il nous reste l'espoir que ce nouveau millésime sera meilleur. Voici la deuxième partie sur le futur de la marine française. Après le porte-avions de nouvelle génération, c'est au tour des frégates. Nous finirons avec les sous-marins dans un mois. Lors de la vidéo précédente, nous nous étions déjà épanchés sur le contexte général de la deuxième nation maritime du monde. Je vous y renvoie. Lors de la présentation de vidéos sur la marine américaine, nous avions également défini le concept de frégate, mais il nous semble quand même intéressant d'y revenir. Nous commencerons donc par une rapide partie des définitions. Nous regarderons en détail le concept de la coque et la propulsion pour ensuite analyser l'armement. Avant de conclure par une comparaison avec d'autres frégates dont les FREMM, le concept de mât unique regroupant l'ensemble des capteurs sera décrit. Voici donc le point de définition. Pour classer les bâtiments de guerre, il est possible d'avoir recours à différents axes. On peut prendre la longueur, la masse, le blindage, la dimension des canons, le nombre d'équipages, etc., etc. C'est par exemple sur base du déplacement et du calibre des canons que se faisait la distinction du traité de Washington en 1920, traité qui fixait les limites des différentes marines importantes du globe dans la période entre les deux guerres. Mais je préfère une voie alternative qui part plutôt du type de mission pour lesquelles ces bateaux sont conçus. Les frégates et destroyers ont le même type de mission primaire, la protection de la flotte et plus particulièrement des porte-avions pour les nations qui en possèdent. Elles ont un deuxième type de mission, c'est la protection du commerce maritime. J'y inclus donc la protection des équipements sous-marins tels que les câbles et les tubes. Je suppose que vous voyez que je veux vous parler du Nord Stream. Vous avez peut-être vu le short sur le Northumberland qui a percuté un marin russe. C'est dans le cadre d'une mission de défense d'un câble internet, on est donc bien dans ce deuxième type de mission. D'ailleurs, si vous avez vu ce short, je ne peux que vous en remercier, et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller de le faire après le visionnage de celle-ci. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Revenons à nos moutons. Le rôle donc des frégates et des destroyers est défensif. De ces tâches découle toute une série d'équipements comme les sonars, les radars, les missiles anti-aériens ou anti-navires et même la capacité de porter des hélicoptères. Avec l'apparition des menaces asymétriques comme les pirates ou les terroristes en début des années 2000, la capacité de pouvoir embarquer des commandos est aussi devenue une nécessité. Comme ils doivent pouvoir accompagner la flotte, les destroyers et frégates doivent pouvoir faire de longs trajets et naviguer très vite. En effet, ils doivent être capables de rattraper la flotte après une opération anti-submarine par exemple. Les Littoral Combat Ships, LCS, que nous avons vus dans les vidéos sur la marine américaine, ont un rôle plus offensif le long des côtes. Les croiseurs et cuirassés, qui ont pratiquement disparu des différentes marines, avaient eux un rôle très offensif. Le Moskva, qui a été coulé dans la mer Noire, était conçu pour détruire du porte-avions US. Il y a moyen aussi de parler de la différence entre porte-avions et porte-aéronefs, sous-marins d'attaque et lanceurs d'engins, mais cela nous mènerait trop loin et vous risquez de vous lasser de cette petite vidéo. Si on regarde maintenant de manière plus précise le cahier des charges de la nouvelle frégate française et qui est en charge de sa réalisation. Les FDI, pour frégates de défense et d'intervention, sont des bâtiments de haute mer, d'un déplacement de 4000 à 4500 tonnes, polyvalents, endurants et capables d'opérer seuls ou au sein de forces navales, dans les domaines de lutte anti-navires, anti-aériens, anti-sous-marins et de projection de forces spéciales. Le programme des FDI est conduit par la Direction Générale de l'Armement, DGA, en étroite collaboration avec la Marine nationale et les industriels Naval Group, Thales et MBDA. Ce programme participe au renouvellement et au renforcement de la flotte de surface française. Conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025, 5 FDI constitueront à l'horizon 2030 le tiers des frégates françaises de premier rang
les 2 premières frégates devant être livrées d'ici 2025. Les FDI remplacent les frégates Lafayette qui ont une conception des années 1990-1990. Il est à noter que la Grèce participe au programme et a commandé 3 unités pour une facture de 3 milliards d'euros. Voyons donc maintenant la conception de cette coque. À première vue, on dirait la photo d'un croiseur de la fin des années 1900, début du XXe siècle. Les étraves des FDI sont en effet inversées. Celle que l'on voit aussi ici est la première, qui s'appelle l'Amiral Renarch, dans les installations de Naval Group. Sur la photo de gauche, il s'agit de la maquette qui a servi à valider et challenger les options de conception de la coque dans le bassin de Val-de-Rieu. Sur cette petite vidéo de l'Université de Paris-Normandie, on peut voir la maquette qui est testée. Alors, quels sont les concepts de cette étrave inversée? Dans une très grosse mer, ces étraves s'enfoncent dans la vague et ne sont pas arrêtées comme on peut le voir ici. Vous avez remarqué probablement que cette vidéo est un recyclage de la vidéo sur les Zumwalt que vous avez peut-être déjà vu. Cette étrave présente l'avantage d'avoir moins de surface radar tout en maintenant une longueur de flottaison importante et donc une vitesse élevée, plus facilement atteignable. Elle permet aussi une très bonne tenue en mer formée, mais il ne faut pas avoir peur de l'eau qui envahit le pont. C'est ce qu'on appelle la green water dans les ouvrages anglo-saxons. Si on y regarde de plus près, en réalité, l'étrave de FDI est un peu plus en X. Je pense que c'est justement pour limiter cet effet green water. Je le crois d'autant plus que les canons à l'avant n'est pas recouvert comme c'est le cas de la Zumwalt qui lui a une étrave inversée très droite. Le petit déport au sommet de l'étrave doit aussi aider à briser la vague verte qui submerge le pont. La première frégate de défense et d'intervention, l'amiral Renarch, a été mise à l'eau le 7 novembre 2022 dans le chantier de Naval Group à Lorient. Cette FDI est un navire de 4500 tonnes et de 120 mètres de long. Cette mise à l'eau a été faite en présence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de Nikolaos Panagiotopoulos, ministre de la Défense grecque, d'Emmanuel Chiva, délégué général pour l'armement, de Thierry Carlier, directeur général adjoint, et de François Moreau, major général de la Marine nationale. J'aime bien aussi vous expliquer d'où viennent les noms de ces navires. L'amiral Pierre-Alexis Renarch est né le 22 février 1865 à Quimper et est mort le 1er avril 1940 à Paris. Mourir un 1er avril pour un marin, donc mourir le jour du poisson, c'est assez ironique. Il s'est illustré en 1914 lors de la course à la mer, c'est-à-dire le moment où les forces belges résistaient à Anvers et à Melle c'est près de Gand, pour éviter le contournement de les forces françaises et britanniques par l'armée allemande qui était sur le front de la Marne. À la tête de sa brigade de fusiliers marins, composée de 6000 hommes, il fera honneur aux couleurs françaises et renforcera l'armée d'Albert Ier. Il n'est pas à confondre avec son neveu, Pierre-Jean Renarch, qui, lui, en 1940, réalisera l'exploit de sortir le cuirassé Jean Bart, le second de la classe Richelieu, avant l'arrivée des Allemands. Si le Jean Bart avait été capturé par les Allemands, comme il n'était pas terminé, il aurait pu constituer une très belle base pour un cuirassé allemand. Qu'est-ce qui fait avancer les FDI? C'est la partie la moins innovante du programme. L'alimentation en énergie et la propulsion sont de chez classique. C'est du gros moteur diesel, avec 2 arbres et 2 hélices. C'est un système combiné diesel et diesel, ou CODAD, qui est un système de propulsion qui utilise 2 moteurs diesel pour alimenter
les hélices et les arbres des hélices via une boîte de vitesse et un embrayage. Cet embrayage permet à l'un des moteurs de propulser le bateau ou aux deux moteurs ensemble. Deux avantages par rapport à la simple utilisation d'un moteur diesel plus gros, de la même puissance totale. C'est que les moteurs diesel ont une consommation de carburant spécifique légèrement meilleure à une puissance maximale de 75 à 85%, plutôt que leur consommation spécifique à 50%. Et donc, avoir à une vitesse de moitié un moteur qui fonctionne à 85% permettra de consommer moins de carburant que d'avoir un gros moteur qui fonctionne à moins de 50%. Il y a également un avantage en termes de maintenance et de résilience. En effet, on a deux moteurs et donc on a toujours la possibilité d'avoir au moins la moitié de la vitesse disponible en cas de maintenance ou de problème sur un des deux moteurs. Cet ensemble permettrait d'atteindre la vitesse de 27 nœuds. Par contre, au niveau de l'armement, on est dans ce qui se fait de mieux pour le moment. On commence par un canon principal, un Otto Melara de 76 mm, un super rapid gun, qui est monté comme on peut le voir à l'avant du bateau. Il y a également deux Nexter Narwhal de 20 mm. Au niveau des missiles, on a sur du missile anti-bateau, anti-navire, anti-surface, qui est de l'Exocet MM40 Block 3, et les FDI vont pouvoir en embarquer 8. On a également la possibilité d'avoir deux VLS, Vertical Launch System, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans nos vidéos. Pour la marine française, il y en a 16, et pour la marine grecque, il y en a 32. Ces systèmes de lancement de missiles sont équipés de missiles Alster 15-30, ce sont des surface to air missiles, donc des surfaces vers des missiles anti-avions de chez MBDA. On a également deux lance-torpilles Eurotorp Mi 90 qui permettent de lutter contre les sous-marins. Les FDI peuvent embarquer simultanément un hélicoptère et un drone et recevoir un détachement de force spéciale avec leur embarcation commando. Enfin, au titre de l'innovation opérationnelle, la FDI inaugure le concept de centre dédié à la lutte contre la menace asymétrique qui est distinct du centre opérationnel du bateau. Ce centre de menace contre la menace asymétrique est situé derrière la passerelle et dirigera la lutte contre la menace terroriste aérienne et de surface, notamment les mini-drones et les embarcations piégées. Au niveau du capteur, c'est évidemment Thales qui est à la manœuvre. Les FDI disposent de sonars parmi les plus performants et leur défense anti-aérienne et anti-surface sont assurées au moyen de senseurs les plus modernes, parmi lesquels le radar multifonction à antenne active et à panneau fixe. Pour la première fois, une frégate française sera dotée d'un mât unique rassemblant l'intégralité des capteurs aériens, permettant une surveillance permanente à 360 degrés. Les FDI sont également les premières frégates françaises nativement protégées contre la menace cyber avec un data center hébergeant une grande partie des applications des navires et permettant l'e-maintenance et donc la protection contre les cyberattaques. Cette notion de mât unique est en fait assez intéressante parce que ça permet de construire l'ensemble de l'infrastructure, l'ensemble des capteurs et ensuite de le plugger sur la surface du bateau. Il est temps maintenant de conclure par notre comparaison. Mis à part le Zumwalt, nous sommes sur un tableau qui compare des navires avec un coût unitaire d'1 milliard d'euros chacun. On peut donc voir que les FDI sont un peu plus petites et légères que les autres destroyers et que de manière générale, les bâtiments français ont moins de puissance de feu. Les Britanniques ont l'air d'avoir les meilleurs compromis coût-puissance, feu-tonnage. Si ça vous intéresse, merci de le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur cela. Voilà, ceci clôture notre petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, c'est selon.